Bienvenue sur Digital Congo Télévision et FM. Entretien exclusif ce soir avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Monsieur Victor Toumba Tchikila. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, comment madame. Vous allez? Ça va très bien. Et comment se porte l'Office de voirie et drainage? Ça se porte très bien. Ah bon? Oui. Ben, on va tenter de le confirmer au cours de cette émission. Il n'y a pas de problème. Alors, pour planter les décors de cette émission, on sait tous que pour la construction, la réhabilitation et même l'entretien de routes, il y a l'Agence congolaise de grands travaux, il y a le FONER, il y a l'Office de route, il y a l'OVD. Alors, comment faire le distinguo entre toutes ces entreprises-là? Quelles sont les missions spécifiques de l'OVD? Merci pour la question. Je pense qu'en préliminaire, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État à qui il a plu de me placer comme mandataire au niveau de l'OVD. Je remercie aussi le Premier ministre, le gouvernement et mon ministre de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre Alexis Guizao, le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Pour répondre à votre question, c'est plus facile parce que chaque structure a ses missions précises. Je voudrais commencer par nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. L'OVD, c'est une structure qui agit dans les secteurs des infrastructures routières. Mais quelles sont les missions de l'OVD? Les missions de l'OVD, c'est les voiries, c'est-à-dire tout ce qui est comme route dans les villes, dans les territoires, dans les ETD. Tout ce qui est comme route sont sous la gestion de l'OVD. En 6 de la gestion de l'OVD, c'est-à-dire la réhabilitation, la construction, l'entretien, nous avons aussi un autre aspect que nous gérons, c'est la lutte anti-érosive, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les érosions. Et ainsi que tout ce qui est comme système de drainage, c'est-à-dire les collecteurs, les caniveaux, tout ce qui gère, qui draine les eaux, sont sous la gestion de l'OVD. Ça, c'est en gros, pour que les gens puissent comprendre. Quand je prends l'Office des routes est aussi une structure qui agit dans les secteurs routiers. Mais ce sont les routes nationales, les routes interprovinciales, les routes interrégionales. Je vais illustrer par quelques exemples. Je prends la route qui quitte Matadi jusqu'à Lubumbashi. C'est la RN1. Cette route est sous la gestion de l'Office des routes. Donc, nous sommes tous des structures qui agissent dans les secteurs de route, mais avec des missions spécifiques. Ça, c'est la démarcation qu'il y a entre l'OVD et l'Office des routes. Vous avez par exemple l'avenue Lumumba. C'est une traversée de la ville, mais elle est sur la nationale. C'est sous la gestion de l'Office des routes. C'est pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, si je prends les FONER, c'est une institution financière qui a comme rôle de récolter les fonds qui permettent à ce que nous puissions réaliser les travaux d'entretien. Que ce soit l'Office des routes, que ce soit l'OVD, non pas seulement l'Office des routes et l'OVD, mais vous avez une structure qui est au développement rural, c'est l'Office de voirie des dessertes agricoles, l'OVDA. Okay. C'est aussi une structure qui bénéficie du financement provenant du FONER pour l'entretien des routes des dessertes agricoles. Donc le FONER, son rôle, c'est récolter le moyen et permettre à ces 3 structures que j'ai citées qui sont éligibles au FONER de pouvoir faire les travaux d'entretien. L'Agence des grands travaux, c'est une structure qui est née au moment où on avait lancé les 5 chantiers. C'était les guichets uniques au niveau du programme Sinon Congolais qui devait s'occuper de tout ce qui était comme grand projet qui était en train d'être réalisé dans le pays à travers les 5 chantiers. Aujourd'hui, le programme Sinon Congolais a connu un peu de problèmes, mais je pense qu'il y a une reprise qui va être faite. Et à ce moment-là, l'Agence des grands travaux, qui agit comme une structure, un organe d'exécution, un organe d'exécution dans les grands projets qui peuvent être les routes, qui peuvent être les chemins de fer, qui peuvent être les stades, qui peuvent être des bâtiments. Ça, c'est ça la mission de l'Agence des grands travaux. Donc vous comprenez qu'il y a une très grande démarcation avec l'OVD, avec l'Office des routes, qui sont des gestionnaires de réseau. Si l'Agence des grands travaux vient faire des travaux sur notre réseau, ils doivent le faire avec nous.
parce que c'est nous les gestionnaires du réseau. S'il est fait avec l'office des routes, autant avec l'office des routes. Il peut faire les bâtiments, il va le faire avec les bâtiments, la direction des bâtiments civils, qui est la direction appropriée pour la gestion des bâtiments. Ça, c'est à ce qui concerne les différentes structures que vous avez posées. Donc, les démarcations sont nettes et chaque structure a ses missions spécifiques. Donc, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Et alors, comment se présentent vos relations entre l'OVD et ces différentes structures? Ce sont des relations de collaboration. Il y a des moments, je prends le cas de l'Office des routes, qui très souvent sur les nationales qui traversent les villes, ce qu'on appelle les traversées de villes. Je prends comme le poids lourd. À l'époque, c'était une traversée de la ville qui faisait partie de la nationale. À ce moment-là, quand l'Office des routes vient travailler sur ce genre de projet, nous travaillons en synergie avec l'Office des routes. Donc, il y a des passerelles de collaboration qui sont entre ces différentes structures. Monsieur le directeur général, parlez-nous un peu des différents projets ou des grands projets que l'OVD a eu à piloter. Des projets phares. Oui, bon, je remonte un peu dans les temps. Vous avez, dans le cadre du programme de 5 chantiers à l'époque, l'OVD a joué un rôle important dans ces projets. Il y a le projet des 100 jours. L'OVD a été un acteur important. Des tristes mémoires. Mais pourquoi vous dites des tristes mémoires? Parce qu'il s'en est suivi un procès. Oui, mais ça n'a pas empêché que ce qui était prévu dans les 100 jours soit livré. Parce que le projet phare de 100 jours, c'était quoi? C'était les sauts de moutons. Aujourd'hui, tous les sauts de moutons qui étaient prévus dans le cadre des 100 jours sont opérationnels. Alors pourquoi on doit dire que c'est un projet de triste mémoire? Il y a beaucoup de projets qui étaient dans les 100 jours qui ont été réalisés. Je peux vous citer l'époque qui a été faite sur l'avenue Kianza. Vous avez l'avenue de l'école qui a été faite. Vous avez l'érosion à Livoulou qui a été fait dans le cadre de 100 jours. Mais il faut citer ces projets qui ont réussi. Il y a eu quelques incidents de parcours. Ce n'est pas pour autant que les 100 jours est un projet de triste mémoire. Alors, comment s'opère le choix des chantiers que vous exécutez? Est-ce que c'est fait de manière aléatoire ou il y a un plan? On ne fait pas l'identification d'une manière aléatoire. Quand on commence un projet, la première des choses que nous faisons, c'est l'identification des différents sites. Et nous regardons les différents acteurs qui sont en train d'être pris, qui doivent être identifiés pour être pris dans un projet. Nous regardons son importance en termes de trafic, l'évacuation, la fluidité du trafic. Et si on est en province, nous ne le faisons pas nous-mêmes. Nous le faisons avec les exécutifs provinciaux, là, les choix des différents acteurs qui vont être pris en compte. Dès que l'identification elle est faite, nous passons à l'étape des études. Et quand nous terminons les études, ça nous permet de constituer un dossier d'appel d'offres et nous soumettons le projet au niveau de la direction des contrôles et marchés. Dès qu'ils nous donnent des avis de non-objection, nous procédons à tous les processus d'acquisition d'un marché et nous finalisons par les contrats avec l'approbation du ministre des Travaux publics avant d'annoncer définitivement à l'entreprise attributaire qu'il a gagné les marchés. Mais nous travaillons, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez l'objet social de l'OVD, je voulais vous expliquer les missions importantes, mais comment l'OVD agit? L'OVD agit en entreprise. Donc je peux faire les travaux par des tierces. C'est ce que nous appelons en entreprise. Mais l'OVD peut réagir aussi en régie. C'est-à-dire nos directions provinciales sont des régies. Ils exécutent aussi les travaux. Mais quand nous exécutons les travaux, nous ne les exécutons pas seuls. Il y a la mission de contrôle. Très souvent, c'est les bureaux techniques de contrôle qui nous accompagnent quand nous exécutons les travaux en régie. Donc, voilà la manière où l'OVD peut agir. L'OVD peut faire aussi les études. Il peut confier les études à une structure tierce. Comme l'OVD peut faire lui-même les études. Donc, c'est cette façon que nous agissons. Donc, quand nous terminons tous les processus d'identification des acteurs, qui s'est fait, je vous ai dit en province, ça s'est fait avec le concours des exécutifs provinciaux, parce que nous ne pouvons pas choisir nous-mêmes, nous devons tenir compte de leurs besoins, de leurs désiderata, des besoins de la population. De la population, qui est donc
Quand ça s'est fait ainsi à Kinshasa, nous faisons de même. Nous sommes en collaboration avec l'exécutif provincial de Kinshasa. Nous travaillons en synergie aussi avec les orientations que notre titel nous donne, ça signifie le ministère des Travaux publics, Infrastructures et Travaux publics. C'est ce qui justifie les choix. Que ce soit quand on a fait le programme de 5 chantiers, les 100 jours, Tchilé-Gelou, ABC, Moderne. Aujourd'hui, nous avons le programme Zéro Trou. Et le Zéro Trou qui concerne pratiquement la ville de Kinshasa, notre stratégie, notre approche, c'est de pouvoir travailler dans les 4 districts que compose la ville de Kinshasa, c'est-à-dire le district de Lukunga, les districts plutôt de Moamba, de Tchangou et de Funa. Vous remarquerez même dans le projet Tchilé-Gelou, nous avons 40 km dans la ville de Kinshasa, mais chaque district a 10 km qui est positionné. Donc nous voulons atteindre tous les points de la ville pour pouvoir. Il en est de même dans les provinces. C'est la même approche, la même stratégie que nous utilisons dans les choix et l'identification des projets qui doivent être, des acteurs qui doivent faire l'objet d'un programme. On aura le temps de parler du projet Tchilé-Gelou, mais j'aimerais quand même rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il peut arriver aussi que l'OVD recourt au TIERS pour exécuter certains travaux. Alors, est-ce que l'OVD se base sur des critères objectifs pour sélectionner ces entreprises-là? Parce que très souvent, on déplore la qualité du travail qui est fait sur le terrain. Donc, je pense que ce n'est pas ça. Je crois que je viens de vous définir le processus d'acquisition de marché. On commence par l'identification. Il y a les études qui sont menées. Les études peuvent mener par l'OVD, mais d'une manière générale, c'est souvent l'OVD qui fait les études. Dès qu'on termine les études, nous faisons un dossier qu'on appelle d'appel d'offres. Et nous soumettons ces dossiers d'appel d'offres à la direction des contrôles et marchés qui nous donne un avis de non-objection. Et à partir de cet avis de non-objection, nous faisons un appel d'offres qui peut être restreint, qui peut être ouvert à toutes les entreprises qui vont concourir. Et à la suite de ça, nous mettons une commission d'analyse et une commission de marché qui analyse les différentes soumissions qui sont proposées par les entreprises. Et on fait une ouverture publique pour que tout le monde sache ce que chacun a présenté. Et après avoir fait une ouverture publique, on analyse par la commission d'analyse et la commission de marché entérine. Et dès que la commission de marché entérine, ça revient au niveau de la direction générale. Moi, j'écris à la direction des contrôles et marchés pour avoir un deuxième avis de non-objection. Et quand j'ai l'avis de non-objection, ça me permet de pouvoir signer un contrat avec l'entreprise. Ce n'est pas fini dans le processus. Là, je notifie provisoirement à l'entreprise attributaire que vous avez le marché. Mais j'attends l'approbation du ministre des Travaux publics. Ça, c'est la loi sur la passation des marchés que nous respectons. Et dès que le ministre approuve, je notifie à l'entreprise qui a gagné le marché. Maintenant, définitivement, il est attributaire du marché. Ça ne suffit pas encore, madame. J'ai fait aussi un recrutement des missions de contrôle. Si ce n'est pas les missions de contrôle qui sont recrutées, c'est le bureau technique de contrôle qui assure les contrôles. Mais le bureau technique ne travaille pas seul pour assurer la qualité des travaux. Nous avons besoin des laboratoires. Dans les travaux routiers, pour dire que la qualité des travaux est bonne, c'est la certification qui est faite par les laboratoires de l'Office des routes. Parce que nous tous, il n'y a que 2 laboratoires qui sont agréés. C'est le laboratoire de l'Office des routes et le laboratoire de la faculté polytechnique. Ce sont ces laboratoires qui sont mis à contribution pour dire sur les aspects qualitatifs des travaux, pour dire c'est bon ou pas. Quand j'ai fait une route, il y a plusieurs étapes. J'ai fait par exemple le béton, j'ai fait des éprouvettes que j'envoie au laboratoire, et les laboratoires, il y a les cahiers de prescription technique, qui est l'élément conducteur du marché. On va voir si ce qui est consigné dans les cahiers de prescription technique, l'entreprise a respecté ou pas. Voilà comment nous procédons. Donc, sur les aspects qualitatifs des travaux, c'est assuré par le fait qu'il y a d'abord la mission de contrôle, qui est indépendant de l'OVD, et il y a les laboratoires de l'Office des routes qui agréent les travaux et tous les produits, c'est-à-dire tous les matériaux qui sont utilisés, sont envoyés au laboratoire. Si c'est les blocs, on les envoie au laboratoire pour voir quelle est la résistance de ces blocs. Si c'est les bétons, on les fait. Si c'est au niveau de différentes couches de base, c'est-à-dire la plateforme, la couche de fondation, la couche de base, la couche de roulement,
Même la formule d'enrobé est agréée par le laboratoire. C'est à ce moment-là qu'on met ça en œuvre. Donc, sur le plan qualitatif, vous pouvez être tranquille, madame, que toutes les précautions sont prises pour que les travaux soient faits. On voit bien que c'est un long processus qui est respecté par Oui, vous oui. Pour aboutir à la sélection de ces entreprises. Mais alors, comment vous expliquez que les routes n'ont pas une longue durée de vie? Je vais vous répondre aisément, madame. Dans les travaux routiers, ce qui importe, c'est la nature des travaux. Les gens confondent beaucoup, très souvent, la nature des travaux. Nous avons 4 types de nature des travaux que je peux faire. Je peux faire une construction neuve. C'est-à-dire, c'est une route qui n'existe pas, je viens la construire. Mais je peux faire une réhabilitation totale, systématique. C'est-à-dire, c'est une route qui existe, qui est dans un état de délabrement déjà, qui nécessite qu'on puisse recommencer complètement la route. J'ai fait ce qu'on appelle la réhabilitation totale et systématique. Quand je prends ces deux types de nature de travaux, c'est là où nous disons les routes doivent faire 15 ans, 20 ans, la durée de vie. Maintenant, si je rentre dans le troisième type de nature des travaux, c'est la réhabilitation partielle. C'est le cas du programme Zéro Tout que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une construction neuve, ce n'est pas une réhabilitation totale. C'est une réhabilitation partielle. Ça signifie les parties qui sont abîmées, ce sont ces parties-là qui vont subir la réhabilitation. Et le quatrième, c'est ce que les gens ont l'habitude de voir parfois qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les points tata. En lingala, les gens disent les bibamba baba. C'est un type de travaux qu'on fait. Si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, parce que je vais vous dire, le développement des infrastructures routières demande une mobilisation importante de ressources financières. Ça, on ne doit pas se voiler les yeux. Mais en fonction des moyens qui sont mis à notre disposition, je viens de vous définir la nature des travaux qui doivent être faits. Si je fais comme le programme des Zéro Tout, nous sommes dans le type de réhabilitation partielle et les points tata. Les points tata, la plupart de nos routes qui ont été construites, ça fait longtemps, sont dans un état de délabrement très avancé, sont, en termes en jargon technique, on dit, sont dans une déformation élastique. C'est-à-dire, quand il y a une déformation, la déformation apparaît. Mais quand ça se trouve dans un état élastique, dès que vous touchez, ça revient à son état initial. Mais la plupart de nos routes se trouvent dans une situation de déformation plastique. Ça signifie que ces routes méritent d'être remplacées complètement par une réhabilitation totale. Mais en fonction des moyens qu'on dispose, nous pouvons faire les travaux de réhabilitation partielle. Maintenant, c'est là où les gens disent « Oh, bazar, Salabanzela, Yamabe, Babadoussou ». Je vais imager ça par quelque chose. Vous avez même une blouse qui est complètement usagée, mais vous tenez à ce que vous continuez à porter parce que vous n'avez pas peut-être autre chose. Il y a un trou qui se fait sur votre blouse, vous venez coudre à ce niveau-là. Mais comme elle est presque usagée, quand vous faites un mouvement, il y a un autre trou qui apparaît à un autre endroit, vous devez coudre. C'est exactement ce qui se passe sur ces routes-là. Quand on fait les travaux de pointe à temps, là on a fait le trou qui a été réhabilité, mais vous constaterez peut-être un trou qui apparaît à un autre endroit. Parce que, je viens de vous dire, la route est déjà dans un état élastique. On ne fait pas de la réhabilitation systématique. Mais là, on fait des constructions neuves. On fait la réhabilitation systématique totale. La durée de vie, c'est 15-20 ans. Mais les deux autres natures-là, vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas voir apparaître un trou ailleurs. Non, parce qu'on n'a pas fait du systématique. C'est ce que les gens disent. Ah non, non, non. Ce n'est peut-être pas au même endroit, c'est à un autre endroit, compte tenu de l'état de la route. La route se trouve dans un état de déformation déjà élastique qui mérite, si on fait les essais de déflexion, ça mérite d'être recommencé totalement. C'est ce qui se passe. Alors, vous évoquez un problème très important, celui des financements, des moyens financiers. Mais pourtant, dans la perception des taxes, les vignettes régulièrement imposées aux conducteurs ont pour but justement de réhabiliter les routes. Ça veut dire que les problèmes des financements ne devraient normalement pas se poser. Ce n'est pas tellement vrai ce que vous dites, madame. Je vais vous donner les sources de financement de l'OVD. Pas seulement de l'OVD, de l'Office des routes, c'est la même chose. Nous sommes tributaires du Trésor public, du budget d'investissement.
Ça, c'est la première source, la source la plus importante. La deuxième source, c'est les FONER. Mais le FONER ne fait que l'entretien. Le FONER ne fait pas la réhabilitation. Le FONER, c'est quand on a déjà réhabilité, on vient prendre en charge pour l'entretien. La troisième source, ce sont les coopérations bilatérales ou multilatérales. Mais ça, c'est ponctuel. On ne peut pas généraliser ça. Par exemple, aujourd'hui... c'est des probabilités. Oui, aujourd'hui, par exemple, nous avons la JICA qui nous a accompagnés, la BADEA. Il y a un projet de 5 acteurs dans la ville qui va passer à 17 acteurs avec la Banque arabe de développement africain qui est là, qui nous soutient, mais c'est ponctuel. Mais le gros de financement, c'est le trésor public. Madame, vous êtes sans ignorer, le budget de l'État en 2021 était de 10 milliards. Vous savez que le gouvernement fait face à des problèmes importants de sécurité à l'Est. Vous avez la Covid. Donc, nous ne pouvons pas avoir la prétention, nous, les secteurs routiers, de prendre toutes les ressources du gouvernement pour seulement les travaux. Donc, ce qu'on met à notre disposition, nous travaillons en fonction de ça. Vous savez, 10 milliards, je vous ai dit que les secteurs des infrastructures exigent une mobilisation importante des ressources financières. Nous avons un budget de 10 milliards en général. C'est tous les gouvernements. Mais quand vous prenez notre secteur, peut-être on n'arrive pas à du montant. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va croiser les bras pour dire qu'on ne va pas travailler? Non. Nous apprécions la volonté du gouvernement dans la vision du chef de l'État qui est en train de poser des actes qui permettent déjà de poser les jalons pour le développement des infrastructures. Quand nous regardons tous les différents programmes qui sont en train d'être mis en place, je vous ai dit que le zéro tour, c'est un financement du trésor public où on va sortir 32 millions en 6 mois avec une tranche de 5 millions chaque mois pour permettre de faire. Donc, c'est déjà des ressources importantes. On aura le temps de parler du projet Zéro Trou. Je vous en prie. Alors, je voulais maintenant qu'on parle de ce projet Tshilé-Gelou, que vous pilotez dans l'espace Kassaï. Pas dans l'espace Kassaï, dans la ville de Kinshasa. Et dans la ville de Kinshasa aussi. Alors, pourquoi Tshilé-Gelou d'abord? Oui, Tshilé-Gelou, comme son nom l'indique, en Chiluba, ça signifie pilote. Exemple. Les chefs d'État, soucieux du développement des infrastructures, à travers tous les pays, a voulu mettre en place un programme qui pouvait prendre en charge le développement des infrastructures. C'est comme ça que le nom Tshilé-Gelou est venu. C'est exemple. Mais il fallait commencer quelque part. Le projet Tshilé-Gelou est un projet qui a plusieurs étapes, plusieurs phases, si je peux m'exprimer. La première phase qui a été choisie comme pilote, on a dit on prend la ville de Kinshasa et on prend l'espace Kassaï. C'est un projet de 140 km, avec 40 km dans la ville de Kinshasa, 100 km dans l'espace Kassaï, confondu, à raison de 25 km dans la ville de Mbujimaï, dans la province du Kassaï oriental, 35 km dans la ville de Kananga, dans la province du Kassaï central, 15 km dans la province de Lomami, avec 10 km dans la ville de Kabinda, 5 km dans la ville de Mweneditu, 15 km dans la province du Kassaï, et plus précisément dans la ville de Chikapa, et 10 km dans la province de Sankuru, dans la ville de Lusambo, qui nous fait un total de 100 km. Donc, voilà la première phase de Tshilé-Gelou. Mais Tshilé-Gelou concerne tous les pays. C'est en fonction des moyens qui a été disponibilisé. On a déjà cerné, on est en train de travailler déjà sur les grands équateurs et les grands bandoudous, c'est dit confondus. On est dans l'identification des acteurs pour pouvoir monter à notre projet. Alors, il y a un élément important peut-être qu'il faudrait souligner pour Tshilé-Gelou. La particularité de Tshilé-Gelou, c'est que son financement est un financement PPP, partenariat public-privé. Ça signifie les partenaires qui est en train d'exécuter les travaux de Tshilé-Gelou, je peux les citer, c'est CREC7, qui a eu à chercher une ligne de crédit auprès d'une banque locale, je peux citer la banque, c'est l'IBEA, et
Ils sont venus vers nous, le gouvernement, à travers l'Office de voirie et drainage, pour chercher la garantie des remboursements. Et le gouvernement a mis en place un mécanisme pour pouvoir rembourser cette ligne de crédit. Et cette ligne de crédit est remboursée à travers les FONER sur la quotité que l'OVD a chez FONER. C'est ce qui constitue la garantie des remboursements dans le projet Tchilé-Gelou. Donc, aujourd'hui, le projet Tchilé-Gelou est effectif à Kinshasa, est effectif dans les Kasaï, parce que nous avons commencé dans la ville de Mbujimaï et dans la ville de Kananga. Le 17 mars, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu l'avantage de lancer les travaux dans la ville de Kinshasa, sur la route qu'on appelle communément Terre Jaune, Sengapama. Et le 27 mars, nous étions sur instruction du chef de l'État avec l'ancien vice-premier ministre qui était le ministre des Travaux publics. Nous sommes allés lancer les travaux en Mbujimaï et le 29 mars, nous avons lancé les travaux à Kananga. Donc, dans l'espace Kasaï, pour le moment, nous travaillons dans la ville de Mbujimaï et nous travaillons dans la ville de Kananga. Vous me poserez la question, mais pourquoi les autres provinces n'ont pas encore été touchées? Pour la simple raison, je vais vous donner la raison. L'espace Kasaï, c'est un espace enclavé en termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel. Nous avons voulu commencer dans les deux provinces, le Kasaï central, donc à Kananga, et le Kasaï oriental en Mbujimaï, parce que c'est à partir de cette ville que nous pouvons rayonner maintenant pour aller dans les autres provinces en termes de matériel, en termes d'approvisionnement. Parce qu'en termes d'approvisionnement, Mbujimaï dépend du Katanga. En termes d'approvisionnement, Kananga dépend de l'Angola, pour l'approvisionnement en passant par la route de Kalamba-Mbuji. Donc, même l'amener du matériel. Nous avons voulu d'abord commencer dans ces villes. Dès que nous allons maîtriser ces villes, nous allons nous déployer pour aller dans les autres villes. Je tiens à préciser, les délais d'exécution pour Tchilé-Gelou, pour la ville de Kinshasa, c'est 28 mois. Okay. Pour l'espace Kasaï confondu, c'est 36 mois. Nous avons lancé les travaux le 17 mars. L'entreprise contractuellement avait droit aux 2 mois de délai de mobilisation. C'est prévu dans les contrats. Donc, en principe, pour la ville de Kinshasa, on devait commencer les travaux le 17 mars. Donc, aujourd'hui, ici, je prends, non, le 17 mai. Si je prends le mois de juin, le mois de juillet, le mois de septembre, on est au mois d'août, on est à peu près à 4 mois, 5 mois de travaux. Donc, il nous reste, si je prends 28 mois, 5 mois, il me reste encore 23 mois pour la ville de Kinshasa pour terminer. Comment évoluent les travaux? Je vais vous donner l'état des travaux. Je fais dans les Kasaï, nous avons commencé dans la ville de Mbujimaï et dans la ville de Kananga. Dans l'espace Kasaï, nous avons 36 mois. C'est presque la même chose, nous sommes à peu près à 5 mois. Donc, il nous reste 31 mois pour terminer les travaux. Ceux qui disent qu'on est en retard, je ne pense pas qu'on n'est pas en retard. La stratégie qui a été définie pour commencer les travaux, c'est d'abord les assainissements, c'est-à-dire les caniveaux. Pour faire les routes, ce qui est important, c'est le drainage des eaux. Parce que c'est l'eau qui est l'élément destructeur de la route. Si vous ne canalisez pas très bien les eaux, nous aurons des problèmes. Nous avions voulu commencer les travaux par les caniveaux. Les gens n'ont pas compris l'approche. Mais aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous sommes déjà sur la chaussée. Je vais vous citer les routes qui sont prises en charge à Kinshasa par le projet Tchilé-Gelou. Là où le chef de l'État a lancé les travaux, c'est Terre Jaune. Aujourd'hui, sur Terre Jaune, qui est un projet de 2 km, nous avions déjà travaillé sur 1300, où nous sommes en couche de base. Il ne reste qu'à poser la carpette. Nous avons déjà terminé les assainissements. Nous avons eu un problème sur cette route. Nous avons trouvé dans l'emprise de la route des gens qui ont construit. Il faut les exproprier pour les faire partir. Il y a tout un tas de procédures, ce qui a un peu bloqué les travaux. Mais nous sommes déjà au niveau de la couche de base. Je vais à Benzale, ce qu'on appelle la route accès OVD. Ça fait 3 km. Nous avons déjà terminé les assises. Benzale, c'est quelle commune déjà? Nous sommes vers Sélé. Okay. Nous avons déjà terminé pratiquement sur 2 km les assainissements. Des deux côtés, c'est terminé. Nous sommes en train de prendre en charge maintenant la chaussée. Je reviens au boucle Kingabwa. Je crois ceux qui connaissent à Kingabwa, vous entrez par Madrandele et vous continuez pour ressortir sur Reviko. Nous avons déjà fait tout ce qui est comme assainissement. C'est déjà terminé. Nous sommes déjà à la couche de base. On attend la carpette, mais il y a des travaux encore qu'on doit faire pour les assainissements, pour bien connecter les eaux
vers la rivière. Mais nous sommes déjà en couche de base, donc il ne reste qu'à poser les enrobés. Je viens sur l'avenue Makanza. Nous sommes en Ngiringiri, où nous avons pratiquement terminé tous les assainissements à 90%. On a déjà attaqué la chaussée. Je suis sur l'avenue Assosa, mêmement. On a terminé pratiquement à 90% les assainissements. Nous sommes déjà sur la couche de base, partiellement, pour attendre maintenant la pose de chaussée. Je viens sur l'avenue Bilam, où on a déjà terminé complètement, c'est à Gombe. On a déjà terminé complètement les caniveaux. Ça n'attend que les travaux de la chaussée. Je suis sur l'avenue Kwango à Kitambo, où on a déjà terminé complètement les assainissements, 100%. Il ne reste que les travaux de la chaussée. Je vais maintenant en Ngaliema. Je suis sur l'avenue Ngandakilo, communément appelé Kasavubu. C'est juste à côté des centres de formation de la Régie des eaux. Si vous avancez un tout petit peu, vous allez trouver cette route. Là, on a fait les caniveaux, mais nous avions rencontré un grand problème. C'est les tuyaux de la Régie des eaux et les tuyaux les câbles de la SNEL. On est en train de négocier pour qu'on puisse déplacer les câbles et puis on reprend convenablement les travaux. Je vais vers l'avenue de la Carrière, l'avenue du fleuve, pas l'avenue Ngunga et l'avenue du fleuve, où on a déjà bétonné. On est presque sur la route des Bouddhis en termes de bétonnage. Ça vous fait à peu près 1 km 700, 2 km. C'est déjà complètement bétonné, les assainissements sont déjà terminés. Je vais sur l'avenue Mayala, vers les Kimbanguistes là, maternité, là où vous étiez avant, en descendant, là où était Digital. Voilà. Vous voyez, vous avez l'avenue Mayala là-bas, à côté Dona Béatrice, complètement bétonné. C'est déjà terminé. La route est presque terminée complètement. Mais nous avons d'autres routes parce que nous avons 40 km. Maintenant, nous allons attaquer l'avenue Bolengeti, c'est l'avenue de l'hôpital Roi-Baudouin. Oui. C'est vrai que l'image de l'OVD était quand même ternie. Alors aujourd'hui, quels sont les efforts que l'OVD fait pour redorer cette image-là? Je crois qu'il faut considérer le procès de 100 jours comme étant un passé. Il faut savoir regarder vers le devant. C'est ce qui est important. Un passé qui peut nous servir de leçon. Qui nous sert de leçon, tout à fait d'accord. C'est là où l'importance de l'inspection générale de finances, les contrôles, pour voir là où il y a peut-être déviation, on puisse dire attention, il ne faut pas aller sur ces chemins-là. Voilà l'importance du travail de l'inspection générale de finances, qui nous encadre dans les dépenses que nous sommes en train de faire, les ressources qui sont mises à notre disposition pour ne pas les utiliser à mauvais escient. Mais j'ai dit, les 100 jours, vous avez... Le projet phare, c'était quoi? Les sautes moutons. Mais aujourd'hui, tous les sautes moutons sont remis. Il ne reste qu'un seul mouton pour l'office de route vers Nji, qui n'est pas encore construit. Mais tous nous, on en avait 4 qui sont déjà opérationnels. Donc, c'est vous dire qu'on ne va pas dire que le projet de 100 jours, c'était un projet de triste mémoire. Parce que vous avez l'érosion Livoulou, vous avez l'avenue de l'école, vous avez à Kianza où un pont était cassé, mais qui a été reconstruit pendant les 100 jours. Donc, il y a des éléments positifs dans les 100 jours. Il y a eu quelques problèmes de parcours dans les 100 jours, mais vous ne pouvez pas dire que les 100 jours ont été mauvais. Dernière question, monsieur le directeur général. Vous plaignez de l'incivisme de la population. Oui. Alors, quelle politique vous mettez en place? Quelle politique de communication, bien sûr, vous mettez en place? C'est la vulgarisation et la sensibilisation, qui n'est pas dans l'objet social de l'OVD. C'est comme ça que j'ai dit. Cela peut se faire avec les chefs de quartier, cela peut se faire avec les autorités municipales et les autorités pour pouvoir encadrer, comme il se doit, la population. Parce que vous allez constater qu'on va faire l'éclairage. Je vous ai dit, j'annonce déjà les travaux d'éclairage dans les cadres des districts. Dans 2-3 jours, on va commencer. Et vous allez voir l'OVD et il y a aussi les PME qui vont travailler avec nous pour faire ces travaux d'éclairage. Mais le problème, c'est cet incivisme. Cet incivisme n'est pas seulement pour les caniveaux, même pour les sauts de moutons, où on a dit les motocyclistes ne doivent pas monter là-dessus, ou bien des gros camions. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a ce travail. Je prends l'exemple de saut de moto de pompage. C'est un marché en bas. Est-ce que ça, c'est l'affaire maintenant de l'OVD? Ce n'est plus l'OVD. Ça, ce sont les autorités municipales
Vous avez tout un marché, ça crée un embouteillage là-bas. Mais pourquoi on n'arrive pas à évacuer ces gens là-bas? Ce n'est plus l'OVD. Donc, nous devons travailler en symbiose, en synergie avec toutes ces structures pour que nous puissions résoudre tous ces problèmes qui se passent dans la ville. Il ne faut pas seulement avoir la ville de Kinshasa. Nous sommes, nous, l'OVD dans 26 provinces. Mais souvent, on parle seulement de l'OVD ici. Mais vous ne voyez pas les travaux que nous avons exécutés dans les différentes provinces. Je vous ai parlé de quelques érosions. Ce n'est pas seulement à Mbujima et à Kananga. À Kabinda, nous avons fait autant. À Guémena, nous avons fait autant. À Mongala, nous avons fait autant. Donc, dans toutes les provinces, l'OVD, avec le financement FONER, a fait des travaux qui sont appréciés par le... Vous parlez souvent de Kinshasa, vous oubliez l'arrière-pays. Voilà, merci Monsieur le Directeur Général de nous le rappeler. La RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est la fin de cet entretien. Merci. Vous avez un mot à ajouter ou tout a été dit? Oui, un mot à ajouter, c'est d'abord, je demande à tous les Congolais de faire confiance à la politique du chef d'État, la vision du chef d'État de peuple d'abord, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, le développement des infrastructures, ça va dans le sens de la vision du chef de l'État et l'encadrement, la traduction de vision du chef de l'État à travers la politique gouvernementale et le ministère des Travaux publics pour le développement des infrastructures. Nous demandons aux Congolais de soutenir cette politique, d'accompagner cette politique pour que nous puissions résoudre les problèmes de développement des infrastructures. Et aussi dire que nous ne devons pas oublier la Covid. Nous devons garder les gestes barrières parce que ce n'est pas encore terminé. Voilà le message. Et le deuxième message que je peux donner, c'est de demander à la population de faire confiance à l'OVD, qui a une expertise éprouvée pour faire les travaux de voirie et des luttes anti-érosives ainsi que de drainage et d'assainissement. Voilà le dernier mot. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être passé. Merci. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, je viendrai souvent chez vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau Monsieur le Directeur Général de l'Office de voirie et drainage, Monsieur Victor Toumba Tchikela. Je vous fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du magazine Entretien.